Le 3 septembre 2019, il est 22h à Oréfondé et à Guidjilon, c'est dans le département de Matam. Le journal. Dalal Jamm, orphelin d'un de ses appareils de radiothérapie, l'hôpital aurait besoin de 200 millions de francs CFA pour réparer la machine en panne. Le ministère de l'Éducation nationale promet une solution au renvoi systématique des élèves voilés au sein de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Le caractère laïque et républicain du système éducatif sénégalais ne permet pas de tels actes, a souligné le directeur de la communication et de la formation du ministère précité. Des fonds politiques de 2 milliards de francs CFA pour le chef de l'opposition. C'est un cadeau empoisonné du président de la République, Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki, avertit les leaders politiques. Pour lui, Macky Sall veut faire oublier la polémique sur les contrats pétroliers et gaziers. Dego de Kébémer et Ersan de Thiès qualifiés en demi-finale des phases nationales de Navétane. À l'instant, les deux autres matchs de ce championnat populaire se jouent au stade Albouri Ndiaye de Louga. La page des sports, Seydou Nourouba. Le marché, les informations économiques, Nafissatou Sila. Le tour du web, Mamadou Oumarba. Bonne santé, Nafissatou Sila. La chronique du mardi, PSK, Papa Sambakan. L'invité du soir, pour terminer, Omar Ba, directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique. Entretien avec Makumba Bey sur l'aménagement des espaces viables dans les villes sénégalaises. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. La présentation à la technique, Abdou Cham. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, cet accident en banlieue de Dakar, c'était tout à l'heure entre Poste Thiaroye et la cité Lobatfal. Il s'agit d'un accident de la circulation. On parle d'un mort. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous disais en titre, l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye ne dispose que d'un seul appareil de radiothérapie. En cause, une panne survenue qui nécessite un contrôleur des machines. Cet appareil coûterait 200 millions de francs CFA à l'année, un budget insupportable pour la structure sanitaire de la banlieue de Dakar. Salissou. 1 sur 2. Le service radiothérapie de l'hôpital Dalal Jamm a vu le nombre de ses patients diminuer de la moitié. Les deux appareils sur place, seul l'un fonctionne depuis une semaine. En cause, la machine tant attendue, tant vantée est tombée en panne. C'est depuis 3 semaines. Une semaine plus tôt, c'était tout le service qui était out. Les deux appareils étaient tombés en panne au même moment. Sans contrat de maintenance, la radiothérapie subira des dommages irréparables, nous souffle une source. Il veut 200 millions de francs CFA l'année pour ça. Un budget que ne peut pas supporter l'hôpital vu sa capacité financière. Dalal Jamm a une subvention annuelle de 500 millions de francs CFA de la part du ministère de la Santé au moment où la structure sanitaire ne fonctionne pas en plein régime. L'hôpital de niveau 3 a coûté 50 millions de francs CFA aux contribuables sénégalais. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. 350 patients des régions de Dakar, Thiès et Fatick vont en premier bénéficier des soins chirurgicaux du bateau Mercy Ships. C'est l'objectif des initiateurs de cette campagne. Des médecins sénégalais vont être aussi formés dans la prise en charge de certaines pathologies. Notre reporter était à la cérémonie, un prélude au démarrage des soins au sein du bateau au port autonome de Dakar. C'était cet après-midi. 16h03 au port autonome de Dakar. Des délégations de beaucoup de nationalités se dirigent vers le bateau Mercy Ships. Pour monter à bord du plus grand navire hôpital au monde, il faut se munir impérativement d'une invitation. Quel que soit le protocole, les gens ne viennent pas ici pour... Et après, se laver les mains. À bord, il faut quelques minutes de marche pour accéder à la salle de cérémonie. Après son discours de remerciement pour l'accueil qui leur est réservé au Sénégal, Kirsley Rondo, directrice pays Mercy Ships, rappelle leur mission. Nous sommes ici pour améliorer l'accès aux soins chirurgicaux pour ceux qui en ont le plus besoin au Sénégal. Accostés pour 10 mois au port autonome de Dakar, des patients sénégalais vont bénéficier des soins médicaux et des médecins seront aussi formés. Dr Aloïse Walidiouf,
directeur de cabinet du ministre de la Santé. Nous sommes environ à 350 patients sélectionnés au niveau des 3 régions. Mais compte tenu du nombre de sollicitations, du nombre de patients que nous avons, nous faisons cette sélection par département. L'ensemble des structures hospitalières du pays devront désigner des médecins pour subir la formation. C'est un peu ce transfert de compétences. À Dakar, depuis le 14 août dernier, la délégation de Merci Sips compte accueillir des milliers de patients de différentes catégories. L'institution Sainte-Jeanne d'Arc a finalement mis sa menace à exécution. Des filles voilées ont été éconduites ce matin. Les parents sont mécontents et ils dénoncent cette mesure prise par la direction générale de l'école. Mohamed Rose, parent d'élèves, est joint par Famadion. L'école a ouvert aujourd'hui. Ils ont scindé la rentrée en 2 jours. Cette première journée qui concerne les petites classes et les élèves du collège. Donc ils ont eu des élèves qui sont rentrés à 8h, des élèves qui sont rentrés à 9h, des élèves qui sont rentrés à 10h30. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, l'ensemble des élèves qui devaient rentrer sont rentrés. Parmi elles, il y avait des filles voilées. Et parmi ces filles voilées, quand ils sont rentrés, ils les ont fait rentrer en classe. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Directement, une responsable de l'école est venue enlever ces enfants qui sont rentrés déjà en classe avec leurs camarades. Ils ont demandé à l'élève de se lever et de venir dans une espèce d'isoloir, une salle d'attente sur laquelle ils avaient tiré les rideaux, après ils ont réouvert. Vous imaginez des enfants du primaire leur faire subir ça, ils rentrent, ils sont tout heureux pour rentrer à l'école avec leurs camarades de classe et on les enlève. Ok, il y en a qui ont piqué des crises à l'intérieur et la direction a rappelé les parents pour qu'ils viennent rechercher les élèves en leur disant que si jeudi ils viennent avec le voile, ils ne sont pas acceptés. Renvoi de plusieurs élèves voilés de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Le ministre de l'Éducation nationale suit de très près la situation. Selon le directeur de la communication et de la formation, une décision va être prise incessamment dans le cadre du respect du principe de la laïcité incarné par la République. Mohamed Mustafa Diagne, que je vous propose de suivre. Lorsque pour la première fois, donc l'institution Jeanne d'Arc avait modifié son règlement intérieur, le ministre de l'Éducation nationale avait rappelé les principes et la réglementation en matière de gestion des établissements scolaires privés. Donc, l'école sénégalaise est une école laïque, école républicaine qui est en dehors de toutes sortes et toute forme de discrimination. Maintenant, nous avons appris cette situation nouvelle. Le ministre de l'Éducation nationale, depuis, suit cette situation de très près. Et donc, en fait une priorité. Et vous pouvez me croire, nous finirons par trouver une solution à cette situation-là. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'une décision soit prise pour demander définitivement que la réglementation en vigueur soit respectée dans toutes les écoles? Vous savez, comme je vous l'ai dit, une situation assez délicate, donc assez regrettable, que le ministre est en train de gérer. Et donc, le ministre finira par trouver une solution en respectant les principes et la réglementation qui régissent les établissements scolaires privés comme publics au Sénégal. La proviseure de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc que nous avons jointe a indiqué qu'elle ne souhaite pas parler pour le moment. Au plus tard, le 24 septembre prochain, les passerelles de la VDN prolongées vont être posées selon le directeur de l'entretien à l'Agiroute. Les ralentisseurs en béton installés ce week-end vont être enlevés. C'est juste une solution provisoire pour éviter les accidents. Ibrahim Assal, joint par Makombabé. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'accidents sur cette partie de la VDN dû à des excès de vitesse. À ce niveau, actuellement, les passerelles ne sont pas encore mises en place. Donc là, les passerelles sont déjà sur place. Donc on va les poser durant ce mois de septembre. Au plus tard, le 24 septembre, toutes les passerelles devront être posées. Maintenant, en attendant, puisqu'on est en période d'été et il y a une fréquentation importante au niveau de la plage, il y a beaucoup de piétons. Donc on est obligé de prendre des mesures conservatoires en attendant la finalisation des passerelles. Ce qui nous a poussé à faire ces ralentisseurs. Les ralentisseurs sont mal posés. Les automobilistes vont le dire naturellement parce que les ralentisseurs sont en béton et quand vous venez jusqu'au niveau des ralentisseurs, vous êtes obligé de vous arrêter, de monter sur le ralentisseur et de descendre. C'est différent des ralentisseurs qu'on a un peu, par exemple sur l'autre partie de la VDN,
où les véhicules arrivent à passer sur le ralentisseur à plus de 80 km à l'heure parce qu'ils peuvent ne pas s'arrêter. Mais là, on veut obliger les véhicules à s'arrêter. Ces dos-là sont provisoires. Donc c'est en béton, on les a juste posés sur l'enrobé. Donc d'ici un mois maximum, on va les enlever et les passerelles seront utilisables. Le maire de la commune de Pikine-Ouest demande à l'État de confier la gestion des inondations aux collectivités territoriales. Pour Pape Gorgindong, l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, n'est pas efficace. Il veut une réforme qui permet aux populations d'être en contact direct avec les responsables en charge des inondations. Le voici avec Nongoka. C'est vrai que maintenant les populations veulent se départir définitivement de ces inondations et qu'il n'y ait plus aucune flaque d'eau après les pluies. C'est vrai que maintenant il reste énormément de choses à faire et c'est dans ce sens-là qu'en tant que maire que je porte le plaidoyer pour ces communes-là pour que l'État du Sénégal puisse désormais d'ailleurs faire des réformes en confiant aux collectivités territoriales la gestion des eaux pluviales et usées, c'est-à-dire la gestion des inondations. ONAS aujourd'hui doit être décentralisé, confié aux collectivités territoriales puisque quand il y a des difficultés, c'est les maires qui sont interpellés, c'est pas le directeur général de la LONAS ni le ministre de l'eau, de l'assainissement ou des inondations qui est interpellé. De ce fait, il faut que l'État du Sénégal pousse plus loin l'acte 3 de la décentralisation avec d'autres réformes qui vont transférer les compétences de l'assainissement aux collectivités territoriales et cela permettra certainement aux populations d'être en contact direct avec les responsables en charge de l'assainissement, en charge de l'évacuation des eaux pour lutter contre le phénomène des inondations. Mais quand même, il faut reconnaître que l'État du Sénégal a investi énormément de moyens pour soulager les populations, surtout ici en banlieue. C'est des milliards enfouis sous terre qui ont servi aujourd'hui de soulager un tout petit peu les populations. Chaque mardi, le leader du mouvement Teki pose une question au gouvernement. Dans la 162e, Mamadou Lamine Diallo révèle que Macky Sall veut allouer 2 milliards de francs CFA au chef de l'opposition dans le but d'étouffer les scandales de son régime, surtout ceux liés aux ressources naturelles. Nous écoutons Mamadou Lamine Diallo joint par Famadion. Macky Sall et sa majorité ont mis sur la table la discussion sur le statut de l'opposition et du chef de l'opposition. C'est un piège qui tend à l'opposition. Ce qu'il y a derrière le chef de l'opposition, c'est un budget de fonctionnement des fonds politiques de l'ordre de 2 milliards de francs CFA. Aussi, c'est plus de 500 millions de francs CFA. Et à mon avis, c'est même pas vrai. Le jour où on devra mettre en place le budget, certainement, il donnera bien que ça. Alors, finalement, allez-vous accepter cette proposition ou bien? Non, nous rejetons cette proposition, cette discussion sur le chef de l'opposition. Le CRD n'est pas du tout d'accord avec ça. Le mouvement Teki également. Et ça, c'est très clair. Ce que nous pensons, c'est que l'opposition doit être unie et rejeter la proposition du chef de l'opposition. Mamadou Lamine Diallo, le président du mouvement politique Teki, la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais qui regroupe les 19 sections, a renouvelé son engagement au sein du parti. Elle se félicite du renouvellement des instances. Par ailleurs, la fédération a dénoncé l'impasse du dialogue politique et l'incapacité du régime à résoudre la question des inondations. Écoutons Joseph Sarr qui a lu la résolution cet après-midi avec Abdoulaye Diop. Considérant la situation d'impasse observée dans le déroulement du dialogue national, notamment au niveau politique, considérant nulle et non avenue la énième et 20 tentatives de déstabilisation du PDS par des éléments de l'intérieur comme de l'extérieur du parti, considérant l'incapacité des pouvoirs publics à assumer leurs responsabilités face aux inondations observées partout au Sénégal et à la précarité qui frappe lourdement une frange importante de la population, l'Assemblée générale félicite le frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, et lui apporte un soutien total et sans réserve d'avoir renouvelé le secrétariat national, permettant ainsi à la jeunesse du parti d'occuper d'importants postes de responsabilité et de pouvoir participer plus efficacement à la reconquête du pouvoir. L'Assemblée générale apporte son soutien agissant et ses encouragements au frère Karim Meïssa Wade dans sa lutte contre les injustices et les tentatives d'élimination subies depuis de nombreuses années et pour son avènement à très court terme comme acteur de premier plan dans l'espace politique sénégalais et africain. À Tambacounda également, les militants du Parti démocratique sénégalais approuvent la volonté de maître Abdoulaye Wade. Ils menacent de barrer la route à Oumar Sarr et compagnie de l'alliance Soukali Sopi. La correspondance à Tambacounda de Moussa Oumar Gueye.
Les responsables de la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais à Tambacounda approuvent la décision de leur secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade Bassori Bassissé. Le secrétaire général de la section PDS de Missira, membre de la fédération départementale de Tambacounda. À l'unanimité et par acclamation, l'Assemblée a approuvé les décisions de Maître Abdoulaye Wade, comme derrière lui et derrière le frère Karim Meïssa Wade. Samba Galoba ainsi que les autres initiateurs de cette remobilisation des troupes saluent l'esprit de dépassement qui prévaut au sein du Parti démocratique sénégalais à Tambacounda. Fatou Bintou Silla, membre du secrétariat exécutif national du Parti démocratique sénégalais à Tambacounda. La stratégie, c'est de fédérer toutes les instances du parti au niveau de Tamba et dans toutes les 9 sections pour que l'on puisse travailler pour amener le parti à des lendemains meilleurs. On est en train de se donner la main et de travailler en symbiose, donc je ne vois plus de problème ici. Il n'y aura pas de problème de caution, bien que ici on n'est pas avec cette décision, mais on n'aura pas de problème de caution. Adja Yakhare Diop, Beyti Njim et Fadjara Silla ont tour à tour porté leur intervention sur l'unité, la caution à verser pour les élections locales et l'engagement des libéraux de Tambacounda pour porter Karim Wade au poste de secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais dans un avenir proche. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Le secrétaire national chargé de la communication, porte-parole et secrétaire général de la Fédération départementale des jeunes de Mbour de l'URD, l'Union pour le renouveau démocratique, a démissionné de toutes ses fonctions. Badara Pouye n'est pas content de ce qu'il appelle l'implication de la famille présidentielle dans les affaires du pays, entre autres actions qui ne contribuent pas, selon lui, à la stabilité du climat social. Il est joint par Mamadou Oumarba. La raison de cette démission est liée au fait qu'on continue à cohabiter avec le président Macky Sall, à collaborer avec lui. Et mes convictions ne collent pas avec cette cohabitation dans la mesure où, depuis un certain temps, je suis étonné et surpris des décisions que le président Macky Sall est en train de prendre dans la gestion des affaires du pays, notamment l'implication de la famille présidentielle dans la gestion du pays, le fait qu'il continue de piétiner avec son régime les droits de l'homme, le bâillonnement du peuple, toutes ces actions qui ne contribuent pas à stabiliser le climat social et naturellement le durcissement du régime. Bien entendu, les jours à venir, je reviendrai pour vous décliner l'identité de ma future destination politique, mais soyez sûrs et certains qu'il n'est pas question d'aller dans un parti de la majorité présidentielle, donc ma future destination sera un parti dont les objectifs ou la vision collent avec mes convictions, mes croyances. Badara Pouye, qui était jusque-là le secrétaire national chargé de la communication, porte-parole et secrétaire général de la Fédération départementale des jeunes de Mbour de l'Union pour le renouveau démocratique, qui a donc démissionné. Violence xénophobe en Afrique du Sud. Les 5000 Sénégalais vivant dans ce pays sont pour l'instant sains et saufs, mais quelques dégâts matériels ont été enregistrés chez les commerçants. Pour le président de l'Association des Sénégalais, la prudence est de mise pour éviter la furie des populations sud-africaines. Pape Ndiaye, que je vous propose de suivre, joint à Johannesburg. Les difficultés sont nombreuses en Afrique du Sud, notamment ici à Johannesburg. Ils ont ciblé certes des étrangers, mais les Sénégalais n'en font pas partie. Nous avons pris nos dispositions en fermant nos commerces. Il y a beaucoup de dégâts et plusieurs voitures ont été détruites. Ces attaques visent les Nigérians et des Pakistanais, mais n'empêche, ils s'en ont pris à quelques Sénégalais et leurs bagages détruits, mais c'était il y a quelques jours de cela. Pour les attaques d'hier et celles de ce matin, nous n'avons pas eu de victimes sénégalaises. Est-ce que vous avez pris contact avec l'ambassadeur? Oui, l'ambassadeur, depuis le début des événements, il nous a manifesté son soutien et nous recommande d'être vigilants. Les propos de Pape Ndiaye ont été traduits par Abdoulaye Diop. Nous allons en Gambie parler de ce procès des 37 individus poursuivis pour protestation et casse au marché de Serekunda le 24 juillet dernier. Ce procès a été interrompu et transféré à Banjul. Il s'est passé beaucoup de choses, nous dit notre correspondant à Banjul, Ouri Diallo. Et oui, au moment où nous rédigeons ce papier, personne
personne ne savait quand est-ce qu'aura lieu le procès parce que tout simplement, selon des sources concordantes, les magistrats de la plus haute cour ici en Gambie sont actuellement en vacances. Ce qui fait croire à beaucoup qu'il n'est pas du tout certain que le jugement puisse avoir lieu avant octobre, c'est-à-dire après les vacances. Ce qui est par contre certain, c'est que les souteneurs du rappeur et activiste Ali Jam, alias Killa Ace et compagnie ont réussi à faire foirer le procès de ce matin, puisqu'en effet, le rassemblement très matinal devant le tribunal de Kanifing a obligé les juges à interrompre puis à transférer le procès à Banjul. Mais n'empêche, les manifestants très en colère ont continué à demander la libération des 37 détenus jusque tard dans la matinée. D'abord, hein? Oui, les phases nationales, nous allons directement à Louga retrouver notre correspondant sur place, Abraham Paul Pouy. Bonsoir. Bonsoir, Seydou Nourouba. Alors, les deux premières équipes qui sont qualifiées en demi-finale de ces phases nationales, Dego de Kébémer et Ersan de Thiès, les deux autres matchs des quarts de finale se jouent à l'instant, n'est-ce pas, Abraham Paul Pouy? Oui, Seydou Nourou, comme tu l'as dit, actuellement nous assistons à la rencontre de Yamaton de Ziguinchor contre Diamono de Louga. Yamaton mène le score, il vient juste de marquer leur but à la 20e minute. Et après nous aurons le quatrième match de ces quarts de finale entre Dissou de Louga et URL de Kaolack. Mais Seydou, il faut dire que Ersan est finalement qualifié, il a battu Dekendo de Louga. C'est une victoire à l'arraché, hein? À l'arraché, il faut le dire, avec beaucoup de violence. Même Loncab avait communiqué sur cette violence pour prôner au moins des phases nationales sans violence. Mais aujourd'hui, on a assisté vraiment à une violence. Et les autorités ont dit qu'ils vont prendre les décisions ou prendre des mesures adéquates pour au moins éradiquer une bonne fois la violence. Merci Abraham Paul Pouy. Malheureusement, vous voyez que la tâche reste impossible. Hein? Les violences dans les navettes, c'est quand même quelque chose à déplorer. C'est malheureux. Une vraie problématique. Seydou Nourouba, nous parlons de basketball masculin avec la réaction du président de la Fédération sénégalaise de basketball après la deuxième défaite des Lions. Oui, maître Babacar Ndiaye dit espérer que l'équipe nationale va terminer en beauté pour se qualifier au moins au JO. Nous l'écoutons au micro sur le Tcham. Dans une cour relevée, mais le premier match n'était pas quand même bon. Il y a une réaction positive contre l'Australie. Maintenant, il nous faut terminer en beauté la première phase contre le Canada. C'est un match ouvert, les garçons y croient. Donc souhaitons simplement que, Inch'Allah, le 5 contre le Canada, qu'on puisse obtenir une victoire. Cela nous permettra effectivement de nous battre pour la qualification au JO, qui reste un objectif. Mais vous tous, vous l'avez vu, vous l'avez constaté, nous sommes dans la poule de la mort, où il n'y a pas d'équipe asiatique, ni d'équipe d'Amérique latine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'affronter des équipes, ce qu'on appelle des États-continents, l'Australie, le Canada. C'est des grandes puissances, la Lituanie, c'est un pays de basket, 4e pays mondial. Vous avez vous-même constaté, de par la présence même de leurs supporters, que c'est un pays de basket. Mais dans l'ensemble, je pense que la réaction d'aujourd'hui, quand même, peut nous donner de l'espoir. Et pour son troisième match à Mar, le Sénégal affronte le Canada jeudi. Les Canadiens ont également perdu leurs deux premiers matchs. Les Lions vont tenter de faire un meilleur résultat en restant sur la bonne prestation face à l'Australie. Le capitaine s'appelle Maurice Ndour, que nous écoutons. D'abord, c'est juste de dire aux joueurs que le premier match, c'est du passé. On ne peut pas se focaliser sur ça. Le premier match d'un tournoi, c'est toujours difficile. Et bien vrai qu'on n'était pas dans un bon état d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, on a montré à tout le monde qu'on peut vraiment compétir. Et nous sommes venus dans une bonne mentalité et on a travaillé en équipe. Et surtout, on a fait confiance à nos coéquipiers. Et aujourd'hui, je crois qu'on a été agressif en défense. En offense, on a bougé la balle, on a fait nos systèmes avec quelques réglages qu'on a fait hier avec coach Tafa, qui nous a beaucoup aidé dans le plan de spacing. Et je pense que c'est l'essentiel, c'est de venir et de montrer qu'on a d'abord une fierté dans nous et qu'on ne peut pas se laisser ridiculiser et de répondre. Et je pense effectivement que le match prochain contre le Canada, on va venir et on va approcher le match avec la même mentalité.
Maintenant, on est dans le tournant. Donc il n'y a plus de recul, on va juste avancer et on va aller jusqu'au bout. On ne va pas baisser les bras. C'est officiel, Seydou Nourouba, Valentin Roger rejoint l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain de Nantes s'est engagé pour 5 saisons. L'Olympique de Marseille a déboursé 13 millions d'euros, plus 4 millions de bonus, Mme Mardion. Et il y a aussi un milieu de terrain de l'Inter de Milan, ancien milieu de terrain, McDonald Mariga, qui est kényan. Oui, et qui a été autorisé à se présenter aux prochaines élections législatives partielles dans la circonscription de Kibra, dans la capitale du Kenya, Nairobi. Il est peut-être sur la voie de George Weah. George Weah, effectivement président du Libéria. Merci beaucoup, Seydou Nourouba. Le marché sur RFM. Le marché, une présentation de Nafissatou Silla. Bienvenue. Le sucre introuvable ces derniers jours dans plusieurs localités du pays. Une pénurie qui a été bien ressentie et qui avait impacté l'activité de nombreux boutiquiers. C'était le cas à Rufisque. Ces derniers craignent même une autre pénurie de la denrée car jusqu'ici, le marché n'est pas encore correctement approvisionné. Abdou Diouf Diagne. Diallo procédait ainsi pour pouvoir écouler ces produits qui nécessitent l'utilisation du sucre. La pénurie de cette denrée tant convoitée par les Sénégalais avait impacté sur leurs activités. Mais un seul grossiste avait ce sucre. J'étais obligé d'acheter le sac à 29 000 francs. Je ne pouvais même pas le vendre normalement une fois à la boutique. J'étais obligé de les mettre dans des petits sachets pour pouvoir vendre les autres produits. Même si la situation revenait à la normale, se procurer du sucre est toujours difficile, poursuit Diallo. On nous dit que le sucre est sur le marché, mais ce n'est pas tout le marché qui est bien approvisionné. Les grossistes sont déjà dans la spéculation. Ils préfèrent vendre ce qu'ils achètent en grande quantité. La pénurie est toujours là. Aliou lui pense que la rareté du sucre n'est pas un fait nouveau. Ce phénomène, il le constate à chaque période hivernale. Période day manqué nawet bi quoi toujours day manqué ndax sukar Sénégal bi mooy am mooy bu ma ko te boobu day tooy quoi. A signaler que ce n'est pas tous les commerçants qui ont senti la pénurie de sucre à Rufisque. Nombreux sont ceux qui avaient déjà un stock. Et puis pénurie ou pas, les habitants de Richard Toll, eux, tirent sur le sucre de la compagnie sucrière sénégalaise et privilégient le produit provenant de la Mauritanie qui, selon eux, est moins coûteux et plus accessible. Suivons ce micro-trottoir réalisé à Richard Toll par Mamadou Diagne. À 1750, je peux avoir 5 kilos de sucre importé. Contrairement à ce que je vois ici à Richard Toll, où se trouve la compagnie sucrière sénégalaise. Ici, on achète les 4 kilos à 3500. Vous croyez que c'est normal? Moi, avec 2500, je peux avoir 5 kilos de sucre et un paquet de thé. Si la CSS veut qu'on achète son sucre, il n'a qu'à baisser les prix. Sinon, je continue à acheter le sucre de la Mauritanie. Ceux qui vont en Mauritanie doivent savoir qu'il y a une grande différence entre les deux sucres. Le sucre du Sénégal a plus de qualité. Mais le Sénégalais aime la facilité. Si le gouvernement veut que je consomme son sucre, il n'a qu'à diminuer le prix. Sinon, je continue à consommer celui de la Mauritanie. Et personne ne peut rien. On n'a pas les moyens d'acheter le paquet de sucre à 600 francs. En tout cas, moi, je ne le pense pas. Je vais plutôt acheter le kilogramme à 350 ou 400. Il faut que la CSS ait un concurrent. Prenons l'exemple de la cimenterie. Avec Dangote, le ciment d'Israël et la Socosim, donc mon seul souhait est que l'État implante une autre usine destinée à la fabrication du sucre. La CSS ne tue lentement, et je le dis haut et fort, elle ne tue lentement. Le secrétaire exécutif de l'UNACOIS ISL apporte une explication à cette pénurie de sucre. Notée juste après la Tabaski, la plateforme commerçante avance une focalisation excessive sur l'importation de l'oignon et de la pomme de terre. Selon Aladien, le stock de sucre dont dispose la compagnie sucrière sénégalaise n'a pas permis de satisfaire la demande. D'ici moins de 48 heures, le secrétaire exécutif de l'UNACOIS ISL rassure que d'ici moins de 48 heures, tout va rentrer dans l'ordre. Aladien est avec Seydou Nourouba. Aladien, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la pénurie de sucre notée juste après la fête de l'Aïd el-Kébir, la Tabaski? C'est très simple. Juste 15 jours avant la Tabaski, les gens étaient trop focalisés sur le mouton, la pomme de terre et l'oignon, de telle manière que juste après la Tabaski, une semaine après, le cas du sucre est venu précipitamment. En ce moment, la production de la compagnie sucrière qui était en stock dépassait pas les 30 000 tonnes et qu'il n'y avait pas assez de sucre importé. C'est-à-dire que la tension sur ce produit était visible, même si ça ne peut
pas causer une augmentation du prix puisque le prix du sucre est homologué. Je pense que la direction du commerce intérieur veille au grain pour qu'il n'y ait pas de spéculation qui peut quand même handicaper la poche du consommateur. Est-ce qu'actuellement la situation est revenue à la normale? Je peux dire, d'après les informations qu'on a reçues dans 48 heures, aujourd'hui c'est lundi, moi je peux dire que d'ici mercredi, tout peut rentrer dans l'ordre puisque la compagnie sucrière est en partenariat avec nous, l'UNACOISL, et régulièrement on reçoit des informations venant de leur service commercial et aussi de leur direction technique. Et pour parer à toute pénurie, est-ce que l'UNACOISL a peut-être un contrat avec la compagnie sucrière sénégalaise? Il y a un partenariat qui nous lie et c'est maintenu et chacun de son côté fait ce qu'il doit faire. Même nous avons des membres qui travaillent avec la compagnie avant que ce partenariat ne soit scellé. Mais ce partenariat, cette convention, c'est juste en tout cas une affaire actée qui devient formelle, qui devient bien organisée, contrairement à ce qui s'est passé avant. Nous travaillons régulièrement avec la compagnie sucrière et nous n'hésitons pas à leur faire des remontrances. Par exemple, qu'ils investissent davantage dans la qualité, que la distribution soit huilée, ils tiennent compte de nos remarques et nous, nos membres nous font en tout cas des remarques que nous les saisissons pour que ces problèmes soient résolus. Merci à vous, Aladien. Merci et bonne soirée. C'est tout. Sur RFM. Mamadou Oumarba. Bienvenue. Le doyen des juges refuse à Sonko une visite à Adama Gaye. C'est à la une de IGFM.sn. Le site qui reprend une publication d'Ousmane Sonko sur sa page Facebook note que Samba Sall, le doyen des juges, dit ne pouvoir donner suite à cette demande en raison de la sensibilité de l'affaire. Rumi.com, qui a repris la même publication, soutient que le leader de PASTEF qualifie cette décision d'arbitraire, discriminatoire et désolante. Ce que beaucoup de parents d'élèves qualifient de désolant, c'est le fait que des filles voilées soient renvoyées de l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc. Seneweb.com soutient que la rentrée des classes s'effectuait aujourd'hui pour l'école primaire et le collège. Les élèves étaient déjà en classe. Plusieurs d'entre elles voilées ont été sorties des classes et placées dans une sorte d'isoloir. AZActu.net précise qu'elles ont été plus tard renvoyées de l'école et tout cela en présence d'un huissier. Le directeur de la formation du ministère de l'Éducation nationale, Mamadou Moustapha Diagne, a été très bref sur le sujet. Interrogé par nos confrères de Seneweb, il estime que c'est un dossier que le ministre suit de très près et en fait une priorité. Macky Sall a participé à hauteur de 7 milliards de francs CFA pour la réalisation de Massalikhoul Djinan selon Mbakiou Faye. Une information à lire sur imedia.sn. Le site d'information précise que c'était à l'occasion d'une visite des lieux effectuée par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. L'inauguration de la grande mosquée de Massalikhoul Djinan est prévue dans moins d'un mois. L'incroyable ganalé bling bling de la femme d'un ministre conseiller de Macky Sall. C'est le titre d'un des articles du jour de Seneweb. Le site reprend une vidéo accompagnée de plusieurs photos qui montrent la femme revenant de la Mecque en train de distribuer de gros billets de francs CFA, son cou et ses mains couverts de bijoux. C'est la fin de votre tour du web. Merci d'avoir suivi. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire. Case de santé et DS-DOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Bonne santé, Nafissatou Silla. Bienvenue. Une vaste campagne de sensibilisation pour faire face à cette maladie sournoise, l'insuffisance rénale. Une stratégie menée par le service de néphrologie de l'hôpital Matlaboul Fawzeni de Touba, Dr Dahaba. En insistant sur les causes de la maladie et faire un plaidoyer au niveau de l'État, à l'instar du programme PALU et VIH, que
la pathologie rénale soit dotée aussi d'un programme. L'autre objectif, c'est de promouvoir les bonnes aptitudes à adopter dans la lutte contre la maladie, amener les autorités religieuses, la communauté de la diaspora, de même que les bonnes volontés à mettre la main à la pâte pour la réalisation d'un centre d'une capacité d'accueil acceptable, parvenir à instaurer un élan de solidarité collective à l'endroit des patients. À Touba, la sensibilisation sur les maladies rénales ne cible pas seulement les populations, tout le monde est mobilisé. Mais en insistant surtout sur les professionnels de santé, avec le personnel du service de néphrologie, les autorités administratives, locales et religieuses. Les patients et aussi les bénévoles de la ville sainte qui sont organisés sous forme de mouvement qu'on appelle le mouvement Wallo Askanbi. Depuis 2015, le service de néphrologie de l'hôpital Matlaboul Fawzeni intervient de quartier en quartier pour sensibiliser et inciter les populations à se faire dépister contre l'insuffisance rénale. Chaque semaine, on cible un quartier. Donc actuellement, à son actif, le mouvement Wallo Askanbi, en collaboration avec le service de néphrologie, a pu sensibiliser pas moins de 300 quartiers à Touba. Elle a eu à faire plus de 100 émissions radio-télévisées, organiser 2 caravanes dans la ville sainte et à Maké, 2 randonnées pédestres et organiser 3 journées mondiales du rein. Pour le docteur Dahaba, il est essentiel de communiquer sur l'insuffisance rénale et alerter les populations sur les causes. Une stratégie qui, selon lui, devrait être appliquée à l'échelle nationale pour sauver des vies. C'est tout pour Bonne Santé. Rendez-vous à très bientôt. Mais d'ici là, on vous souhaite une excellente santé. Chronique du mardi, PSK, Papa Sambakan. L'avant-projet de loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture, la loi SAPROC, va être présenté aux professionnels de la culture et au grand public, a-t-on appris il y a peu. Finalisé à Saly Portudal lors d'un séminaire, l'avant-projet de loi a été accueilli avec enthousiasme dans le milieu des arts et au ministère de la Culture, maître d'œuvre et organisateur du séminaire, auquel ont pris part tous les ministères concernés par les implications que pourrait induire une pareille loi. Il y a de quoi. La précarité dans laquelle vivent les artistes chez nous prend parfois des allures insupportables. C'est, par exemple, quand, frappé de vieillesse, de maladie ou des deux, un artiste plasticien, un musicien ou autre qui nous a fait rêver ne peut trouver les moyens de se prendre en charge dignement. Occupés à survivre quasiment, vivant chichement au jour le jour d'une activité économiquement peu valorisée, ils meurent souvent dans des conditions misérables, laissant parfois une œuvre considérable, quelquefois impérissable, comme Aminata Fall, Ndiaga Mbaye, Ndongolo, entre autres pour la musique, Mora Faye ou Kré Mbaye pour les arts plastiques. Je me limite à parler de cas que je connais de près, et les comédiens de théâtre ne sont pas en reste, y compris quand ils ont été de l'élite, comme ceux de Sorano. Le SAPROC vise à doter les artistes de mécanismes de protection comme la sécurité sociale, l'assurance maladie et la retraite, toutes choses dont bénéficie, même si pas toujours dans les meilleures conditions, tout travailleur. Chez nous, malheureusement, il faut convaincre une bonne partie de nos compatriotes et jusque chez nos élites politiques bourgeoises qu'être artiste, c'est travailler, et plus assidûment et plus durement que la moyenne des travailleurs. Pour s'en convaincre, il faut savoir que le document de travail sur le statut des artistes et des professionnels de la culture, ce fameux SAPROC, qui devait accoucher de ce projet de loi, était dans le circuit, comme disent les fonctionnaires qui savent prendre leur temps, depuis 15 ans. Mais on ne va pas faire la fine bouche. On va saluer l'initiative du nouveau ministre de la Culture et l'encourager dans la direction prise. Un grand pas, même si les obstacles qui demeurent peuvent paraître gigantesques. Que cet avant-projet de loi passe projet de loi devant le Conseil des ministres ne doit pas poser de problème au niveau de la volonté politique. C'est sur les plans techniques et humains qu'on s'interroge. Faut-il négocier par arrêté ou décret l'entrée des artistes dans les structures que sont la CSS, Caisse de sécurité sociale, pour les risques professionnels et les accidents du travail, l'IPRES pour la retraite, les IPM pour la maladie? Avec quelle modalité pour les cotisations et quel mécanisme de jouissance des prestations pour les bénéficiaires artistes? Comment appliquer un régime social identique ou avec quelle différence et pourquoi
à un cinéaste d'une part et un danseur d'autre part? Quelle résistance administrative de la part des institutions sociales va-t-il falloir surmonter? Les interrogations sont multiples. Et la complexité de la question ne s'arrête pas, bien sûr, à ces considérations-là. Mais cette chronique ne peut prétendre faire le tour de cette affaire. Ce n'est d'ailleurs pas son objet. Mais s'il faut tirer une conclusion, c'est celle-ci, qu'il faut absolument trouver un moyen qui permette de mettre les créateurs en sécurité par des mécanismes administratifs, certes, mais aussi par une valorisation de leurs activités et de leur production quand celles-ci atteignent un certain niveau de qualité. Et ça, il n'y a que l'État qui peut, c'est d'ailleurs son devoir, en être le garant pour en imposer la pratique, même aux collectionneurs privés, aux producteurs dans divers domaines et au public amateur d'art. Il restera aux artistes à tendre vers des productions de grande qualité et à se faire une haute idée de leur art et d'eux-mêmes. RFM, l'invité. 22h40, l'invité de RFM Soir, Omar Ba, directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique. Il répond aux questions de Makumba Bey. Merci beaucoup Mamadou Amarindjon, vous l'avez déjà annoncé. Omar Ba, directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique est notre invité ce soir. Bonsoir Mouché Ba. Bonsoir Makumba et bonsoir à vos auditeurs. Quel est le descriptif que vous pouvez faire maintenant, à ce moment-là, avec l'hivernage du cadre de vie, surtout dans la capitale? Il y a des choses que vous pouvez constater vous-même, mais bon, peut-être vous n'avez pas invité la bonne personne. La direction qui s'occupe des inondations est au ministère de l'assainissement. Toutefois, je suis habilité peut-être à répondre sur ces questions-là parce que tout ça se fait dans le cadre de la solidarité gouvernementale. C'était une direction qui était rattachée à la direction générale du cadre de vie. Dans la première version du gouvernement, ensuite il y a eu réaménagement et cette direction a migré pour aller à l'assainissement. C'est une direction qui s'occupe de la coordination de toutes les activités relatives à la gestion de l'assainissement. C'est des opérations d'aménagement physique, donc qui peuvent trouver le secteur de l'hydraulique, mais c'est aussi des situations de santé publique, donc avec les services nationaux d'hygiène, c'est les services aussi des pompiers, la protection civile et évidemment l'urbanisme dans le cadre de l'aménagement ou même le ministère qui s'occupe de l'aménagement des territoires. Et aussi il y a le ministère forcément qui s'occupe des collectivités locales parce que tout ça ne se fait pas, se fait aussi avec les collectivités locales. Oui, mais aujourd'hui au moment où nous parlons, on voit que le cadre de vie, ce n'est pas quelque chose qu'on aimerait voir à Dakar. Le président de la République a annoncé des mesures fortes. Dans votre stratégie, qu'est-ce qui va être les points forts de cette mesure? L'un des points forts, c'est l'élaboration d'une stratégie nationale d'amélioration du cadre de vie. Ce n'est pas encore effectif? C'est en cours. Et demain, peut-être on va enchaîner sur une autre question. Nous avons rendez-vous au budget pour parler du budget de l'année prochaine et ce programme-là devrait être inscrit dans le budget de l'année prochaine. Parallèlement à celui-là, il y a un autre programme qui est une annonce forte du président de la République. C'est le programme Sénégal Zéro Déchet. Mais tout ça est lié et cela passera normalement en mesures nouvelles par rapport au budget de l'année prochaine. Donc ça, c'est au niveau de la décision politique et de l'orientation politique. C'est une orientation forte qui a été faite. Concrètement, sur le terrain, vous avez pu le voir, nous sommes en train de mener un certain nombre d'opérations de désencombrement de certaines artères de Dakar. Vous pouvez voir par exemple sur Blaise Diagne ou sur l'ancienne piste, etc., ou une partie de la VDN. Cela se passe aussi en région. Donc ça, ce sont les actions concrètes que nous sommes en train de mettre en place. Nous affinons la stratégie et surtout nous sommes en train d'agréger l'ensemble des parties prenantes sur cette question-là. On était au courant des limites des moyens qui sont mis à votre disposition. Ben, si vous dites inscrire dans le budget de l'année prochaine, ça veut dire que d'ici là, vous ne pourrez rien faire. Nous sommes en train de faire. C'est juste augmenter le budget, mais nous sommes en train de faire. Nous sommes en cours d'année. Forcément, le budget a été déjà voté, mais il y a eu justement des réaménagements budgétaires qui ont été faits, notamment au sein même du ministère, pour nous permettre d'avoir les moyens de déployer nos unités sur le terrain. Faire quoi concrètement? Des opérations de désencombrement, des opérations de sensibilisation que nous sommes en train de mener, donc avec des campagnes de sensibilisation que nous sommes en train de mener dans la presse, mais aussi des opérations, je le précise aussi, de désencombrement. Vous pouvez le voir sur certaines artères de Dakar. Est-ce que vous pouvez nous en faire le bilan, ce que vous avez fait jusque-là? Est-ce que ça donne satisfaction? Les attentes, en tout cas, étaient trop grandes? Les attentes sont très, très, très grandes, donc forcément. Mais pour autant,
En tout cas, le retour que nous avons est relativement positif. Et parlant de bilan, oui, on pourrait faire un bilan chiffré. Nous notons tout, jusqu'aux charrettes, jusqu'au pouce-pouce, jusqu'au contain. Tout ce que nous enlevons, les épaves, nous notons tout. Il y a un bilan qui est fait et qui pourrait être disponible très très bientôt. Mais c'est juste pour vous donner un exemple. Hier, jusqu'à 3h ou 4h du matin, nous étions encore dans les opérations de désencombrement dans les alentours de la grande mosquée Masalik El-Jinan qui sera bientôt inaugurée. Mais est-ce qu'il n'y a pas des obstacles, des freins qui sont substantiels au fait qu'il y a beaucoup de directions qui doivent interagir pour le cadre de vie et l'hygiène publique? Ce n'est pas forcément... Oui, la diversité des acteurs aurait pu constituer une limite. Nous en sommes conscients. C'est pour cela que le président a décidé de la création pour la première fois d'une direction générale du cadre de vie. Qui était en général une simple direction, donc qui est en charge de l'élaboration de la politique publique, mais aussi de la coordination de tous ces acteurs-là. Vous l'avez très bien dit, nous avons beaucoup d'acteurs qui agissent sur le terrain sur ces différents volets-là, qu'il s'agisse de l'assainissement, qu'il s'agisse des transports, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de l'environnement, etc. etc. Donc nous sommes en train, nous avons un cadre, notamment en région, avec des comités départementaux et des comités régionaux de salubrité publique. Donc sous l'autorité du gouverneur au niveau régional ou sous l'autorité du préfet au niveau départemental. Pour agréger l'ensemble de ces acteurs-là, qu'il s'agisse même de l'éducation nationale parfois, pour agir et adresser ensemble la même question. Et surtout mutualiser les moyens. Oui, mais le plus souvent, quand on entend parler des déguerpissements, c'est Dakar, Rufisque, ça s'arrête là. Vous en avez à Mbour, vous en avez eu à Saint-Louis, vous en avez eu à Ziguinchor, vous en avez eu un peu partout dans le Sénégal. Actuellement, j'ai dans mon bureau les plans qui ont été proposés par les gouverneurs. Presque l'ensemble des 14 gouverneurs de région a proposé un plan d'ensemble sur les capitales régionales d'abord, ensuite sur les capitales départementales. Nous sommes même en train de réfléchir à une opération d'envergure qui pourrait, ça c'est laissé aller à l'appréciation de l'autorité, une opération d'envergure, on y pense, simultanément faire des opérations sur l'ensemble des 14 régions. Voilà, ça c'est des choses que nous sommes en train de proposer. Ce qui devra atteindre le budget obligatoirement. Forcément, mais comme dit Kizerbo, la question des moyens est la question derrière. C'est d'abord l'engagement que nous cherchons. Et on a un engagement fort de l'État qui mettra les moyens qu'il faudra. Évidemment, si vous avez des moyens, on prend. Mais justement, nous attendons aussi la participation des autres parties prenantes. Il s'agisse du secteur privé, qu'il s'agisse des collectivités locales principalement, mais aussi qu'il s'agisse de la simple des populations, quel que soit leur bord politique, ou quels que soient les milieux ou les associations auxquelles elles peuvent appartenir. En quoi vont consister les aménagements des jardins publics, des zones, des aires de jeu, quoi exactement? C'est tout cela, et beaucoup plus. Mais tout cela nécessite d'abord un travail de cartographie. Il faudra cartographier cet espace-là. Il faudra en faire le descriptif parce que ce n'est pas une zone uniforme. Ce ne sont pas les mêmes problématiques sur l'ensemble du territoire. Donc, chaque portion du territoire demandera une réponse particulière relativement à la problématique locale. Voilà. Tout cela rentre dans le cadre de ce programme national d'amélioration du cadre de vie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc ça sera dans la déclinaison opérationnelle de ce plan national d'amélioration du cadre de vie qui devrait être opérationnel à partir de l'année prochaine, Inch'Allah. Oui. Le problème qui était signalé au départ, c'était que c'était une chose de déguerpir les gens, c'en était une autre de pouvoir garder les espaces intacts comme ça, puisqu'ils revenaient. Est-ce que ce défi-là, vous l'avez relevé? Nous sommes en train de le relever, très très difficilement, je l'avoue. Parce que oui, les habitudes sont fortes et on ne peut pas les changer facilement. Fort heureusement, le président a mis à disposition de la direction générale du cadre de vie, enfin de la direction du ministère, un certain nombre d'agents de police, on parle de 200, et un bon millier d'ASP qui devront nous aider pour le suivi. C'est déjà effectif? C'est en cours. Oui, nous avons déjà quelques éléments qui sont à notre disposition. Des ASP surtout. Des ASP surtout, oui. Mais depuis que nous avons commencé, les forces de police nous accompagnent dans toutes les opérations que nous menons. Pas plus qu'hier, ils étaient là. Les policiers étaient avec nous. Ouais. Hier, c'était où? Masalik El-Jinan. Dans les alentours de Masalik El-Jinan, nous sommes en train de faire des grandes opérations de désencombrement hier. Vous avez une idée précise de ce que sera l'espace aux alentours du stade Senghor? Ça sera, c'est en discussion.
C'est un espace qui relève du ministère des Sports et de la direction du stade, évidemment qui est en partenariat avec la commune de Padoua et forcément avec le ministère de l'Urbanisme. Donc nous travaillons en commun pour l'aménagement, le meilleur aménagement de cette zone-là pour soit lui donner sa vocation première, donc qui était d'en faire un parking, ou voire même autre chose, parce que finalement il y a la possibilité peut-être de faire d'autres aménagements urbains là-dessus. C'est des propositions qui sont en cours de discussion actuellement. L'une de vos réussites, c'est le stade Iba Mar Diop, là où étaient les Aoussa. Est-ce que vous pouvez réclamer la même réussite à l'université Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop, c'est un peu plus difficile, je l'avoue, parce qu'il y a les ambulants qui viennent, qui squattent le long du mur. Nous sommes en train de travailler avec la direction du Crous, avec la police de Point E, pour nous aider dans le suivi. Mais vous êtes passé très rapidement là-dessus, sur le stade, qui constitue quand même une très 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 grande victoire. On a des retours, vous parliez de retour de la population, en tout cas les habitants qui nous parlent de leur satisfaction. Nous avons enlevé plus de 200 carcasses de véhicules. C'est une opération extrêmement lourde, extrêmement coûteuse, mais nous l'avons réussi. Et c'est l'aspect pédagogique de la question qui est vraiment intéressante. Et l'aspect exemplaire. Juste de montrer qu'il était possible, que l'État reprend ses droits, mais qu'il était possible de désencombrer et de nettoyer cet espace-là qu'on pensait qu'une sorte de no man's land. Voilà, une espace de non-droit. Oui, et finalement, c'est un espace qui redevient accessible à la population et à tout le monde. L'une des annonces en grande pompe, c'était le déguerpissement également, le déplacement des vendeurs de véhicules, notamment sur la VDN. Depuis lors, personne n'a bougé. Tout ça, c'est en cours, mais vous savez que certaines politiques publiques ou certaines opérations prennent un peu plus de temps parce que voilà, c'est pas des gens qu'on va déplacer manu militari en leur disant allez dégager. Il faudra forcément créer des zones. C'est la voie publique, non? Oui, mais il y a des possibilités d'occupation de la voie publique. Donc avec des autorisations en bonne et due forme, souvent délivrées par les collectivités locales, heureusement ou malheureusement, mais voilà, c'est un fait avec lequel nous conjuguons. Nous sommes en train de travailler sur des sites de recasement, notamment vers Diamniadio. Le ministère qui s'occupe de l'artisanat dispose d'un certain nombre d'hectares donc pour aménager cela. Et nous sommes même en train de travailler aussi sur d'autres modèles d'aménagement pour leur permettre non pas tous d'aller dehors, mais forcément de retrouver peut-être leur place dans la ville, mais réaménager sur des sites un peu plus accessibles. Mais est-ce que vous avez par exemple la prérogative de retirer un agrément donné par une municipalité pour récupérer l'espace public en question? Quand ça menace ruine ou quand l'autorisation est manifestement illégale, cela va de soi. Mais il faut accepter le principe de la libre administration des collectivités locales. Ça, c'est un point fort quand même, c'est un acquis sur lequel il ne faudrait peut-être pas revenir. Oui, mais je veux dire, qui a le dernier mot entre vous et les mairies? Disons c'est l'État dans sa globalité. Forcément le juge le juge administratif en cas de désaccord, le préfet a un certain nombre de prérogatives. Il peut demander, on a demandé à certaines collectivités par exemple de retirer toutes les autorisations sur certaines voiries, notamment la voirie classée. Notamment la voirie classée qui relève beaucoup plus de l'AGEROUTE que de certaines municipalités. Donc chaque acteur a des prérogatives qu'il faudra respecter. Oui. Et tout ça se fait dans un cadre on ne plus vous consensuel. sent pas, c'est les marchés hebdomadaires. Rien n'a été également fait jusque-là. Ça nous fait beaucoup de travail évidemment, mais toutes ces questions sont en train d'être abordées et adressées dans le cadre de cette stratégie. Mais on ne voit pas des résultats palpables comme par exemple pour ce qui concerne d'autres zones. Pas les marchés. Enfin, pour les marchés, nous avons fait une opération vraiment d'envergure, ça aussi, merci de me tendre la perche là-dessus, à Rufisque. On a fait une très grande opération. Ça, c'est un marché hebdomadaire. Oui, je suis d'accord, mais nous avons commencé et nous sommes dans cette dynamique-là et Inch'Allah, toutes ces questions-là devront être adressées, mais aussi en partenariat avec les collectivités locales. Voilà. Mais il y a des gens qui vous demandent de ne pas laisser sur place des kiosques Orange Money parce qu'ils sont installés sur la voie publique. Est-ce que là aussi, ils vont faire les frais des grues? Pas de stigmatisation. Non, la loi est égale pour tout le monde. Vraiment, nous n'avons pas de traitement particulier par rapport à un tel ou un tel, mais nous l'appliquons aussi avec intelligence. Intelligence, mais si vous enlevez les ambulants, il faut enlever aussi les kiosques. Non, disons les kiosques de manière simple. Les kiosques. Voilà, et ces kiosques-là, tous ces kiosques-là, effectivement, devront être enlevés si nécessaire. Et nous sommes en train de travailler dans le cadre de cette stratégie nationale
à l'harmonisation du mobilier urbain. Ce ne sont pas ces kiosques-là pour faire du transfert d'argent, mais aussi c'est des kiosques pour vendre du pain parfois. Et c'est une table aussi pour vendre des fruits et légumes. C'est un kiosque aussi pour vendre de la nourriture, etc., etc. Ça, c'est une problématique générale sur laquelle nous sommes en train de travailler, évidemment. Ouais. Et vous ne pouvez, au moment où nous parlons, annoncer aucune mesure concrète? L'élaboration de cette stratégie est une mesure concrète, parce qu'on n'élabore pas une stratégie pour mettre le document dans un tiroir. Ce document-là, c'est un ensemble d'actions. Et ces actions-là, comme j'ai dit, c'est de dessiner ce mobilier et de l'implanter sur l'espace public. Voilà. D'abord le dessiner, ensuite l'implanter. Voilà. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas dire, oui, les kiosques vont être... Ah oui, les kiosques seront déplacés. Quand, je ne peux pas vous dire demain ou après-demain. Comme j'ai dit, nous ne sommes pas des barbares, on ne peut pas enlever tout ça d'un coup. Comme j'ai dit, comme on dit en l'offre, donc forcément, ce sont des questions qui sont soumises à discussion avec l'ensemble des parties prenantes et surtout avec les collectivités locales qui ont parfois des prérogatives là-dessus. Qui parfois aussi outrepassent malheureusement leurs prérogatives là-dessus. Ben, tout cela, dans un cadre consensuel et surtout dans un cadre de discussion, peut aboutir à des solutions que nous espérons les meilleures pour l'ensemble des parties prenantes. Merci beaucoup, Omar Ba. Merci, c'est moi qui vous remercie. Directeur général du cadre de vie au ministère de l'hygiène publique, au ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Il était notre invité, Mamoudou Amar Ndione. Je vous rends la parole. Merci beaucoup à Makumba Bey et à son invité Omar Ba. 22h56, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée.